Eh bien, bonsoir à tous. Frédéric et moi voudrions vous remercier de votre soutien et de votre fidélité. Parce que sans vous, ces conférences n'existeraient pas. Et c'est donc de notre union dans l'invisible que naît ce travail. Et c'est ensemble que nous œuvrons à un travail de groupe. Par ailleurs, nous vous rappelons pour commencer qu'un nouveau cycle d'initiation à la psychosophie commence en 2022. Alors, merci d'en parler autour de vous pour le faire savoir parce que l'arrêt des conférences en présentiel ne nous permet plus d'avoir les mêmes contacts qu'auparavant. Et puis pour cette année, donc pour l'année prochaine plus exactement, pour permettre aux personnes qui viennent de loin de suivre ce nouveau cycle, nous avons réparti le contenu sur 5 week-ends dans l'année. Mais tous les renseignements sont sur notre site psychosophie.com, donc à la rubrique Atelier. Bien, revenons-en maintenant donc à ce qui nous réunit ce soir. Nous commençons la dernière saison énergétique de l'année, l'automne, qui est une période synonyme d'intégration. Le travail que proposent les 3 derniers mois de l'année demande en effet à être envisagé de 2 manières. Tout d'abord, il faut considérer que l'automne est un temps d'affichage de ce qui a été vécu subtilement pendant les 9 mois précédents. Et cela apparaît autant dans nos vies qu'autour de nous, chez nos proches, dans la société et le monde dans sa globalité. Alors, il est évidemment impossible d'inventorier les conséquences de tout ce qui a été vécu au cours des 9 mois précédents. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas d'effectuer un travail de mémoire en faisant ça, mais de s'efforcer d'entendre, d'observer le brin de nouveauté qui a germé en nous, voir comme une infime couche d'or qui se serait déposée au sein de notre être. Alors ça peut parfois sembler dérisoire, mais ce petit plus, si infime soit-il, additionné au travail accompli au cours des autres années, finit en fait par faire progresser l'individu, la société, et donc l'humanité dans son ensemble. Ce sont ces petits progrès annuels qui sont importants, beaucoup plus que l'illusion d'un grand bond en avant qui souvent ne tient pas dans le temps. Alors à présent, il s'agit de réaliser tout ce que nous avons mis en œuvre cette année sur les différents plans et de sentir ce qu'il en reste en nous, ce qui s'imprime en nous, de manière à voir ce que ça implique pour poursuivre cette transformation, chaque pas en appelant un autre. Pour paraphraser une phrase célèbre sur la culture, on pourrait dire que l'automne, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est un aboutissement, une fin de parcours qui sert de palier indispensable pour pouvoir envisager de monter un nouvel étage. C'est donc un moment important de digestion pour progresser individuellement et collectivement au quotidien. Ce temps d'intégration est important, bien que souvent mal compris et négligé par rapport aux 3 autres temps d'énergie que sont les 3 autres saisons. En effet, nous sommes volontiers partants au début de l'année, avec l'hiver, pour nous aligner sur des idées et des qualités essentielles. Au printemps, avec les 3 fêtes spirituelles, nous participons à la réception de ces idées et de ces qualités que nous mettons en œuvre pendant l'été. Mais en automne, qu'est-ce qui reste à faire en automne ? Il reste à prendre conscience de ce qui se dépose en nous et autour de nous, et comme nous allons le voir tout de suite, à aider aussi ce qui demeure encore quelque peu abstrait à se manifester. En effet, il est assez fréquent de garder en mémoire les beaux moments que nous avons vécus en méditation, les idées que nous avons effleurées, et d'évaluer le point où on en est, d'évaluer notre point évolutif à la mesure de ces contacts subtils. Alors qu'en réalité, il serait nécessaire d'évaluer notre évolution à la mesure de ce que nous en faisons au quotidien. Alors, si nous avons tendance à rester ou à rester aux aspects subtils que nous avons pu vivre, c'est parce qu'il nous reste des souvenirs d'anciens comportements mystiques dans lesquels seul le contact avec le supérieur compte. Or, dans ce travail de création énergétique annuelle, le but auquel concourent les 3 premières saisons, c'est la manifestation intégrative des énergies pendant l'automne. C'est là qu'on peut voir ce qui s'affiche en nous et dans le monde. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à comprendre quel est le prochain pas à franchir pour l'année qui vient. Ça, c'est donc le premier travail d'automne à réaliser. Le second travail de cette saison, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça consiste à accompagner ce qui tarde à s'afficher. En effet, depuis le début de l'année, nous nous efforçons de chérir le monde et de servir la vie,
Et donc nous avons vécu des moments d'inspiration, nous avons esquissé certaines compréhensions, nous nous sommes trouvés reliés à des qualités essentielles. Mais en observant ce qui s'affiche là maintenant dans notre quotidien, eh bien parfois on peine à en retrouver la trace de tous ces moments. Certaines choses se manifestent, mais d'autres non. Comme si elles n'avaient pas assez d'énergie pour s'afficher clairement au quotidien. Bon, c'est normal, hein, parce que certaines idées, certaines qualités subtiles que nous avons touchées par moments cette année demandent à être accompagnées consciemment dans leur manifestation si nous voulons vraiment qu'elles deviennent effectives. Une volonté d'application doit se faire jour en s'appuyant sur des éléments clairs. Et ça demande donc de sortir des impressions vagues ou peu précises pour pouvoir accompagner cette concrétisation consciemment. C'est pourquoi, pour nous aider à préciser la nature de notre travail intérieur, nous allons ce soir nous poser la question, entre tête et cœur, pourquoi choisir? Ah, de quoi est-il question? Il s'agit des deux grandes voies d'évolution actuelles, la voie du cœur et la voie de la tête. Évoquer ces deux voies peut nous aider à préciser ce que nous vivons intérieurement, car nos avancées intérieures prennent place sur l'une ou l'autre de ces deux voies. La tête et le cœur dont nous parlons ici ne concernent pas directement les organes physiques, mais l'état de conscience que symbolise l'activité des chakras qui leur sont associés. Nous allons donc parler des centres d'énergie qui correspondent à la tête et au cœur. Sans entrer dans les détails techniques que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, rappelons simplement que les chakras sont des centres distributeurs d'énergie à l'intérieur du corps éthérique et qu'ils servent d'interface entre des états de conscience et le corps physique dense. Donc ces chakras principaux sont reliés aux principaux états de conscience par lesquels l'humanité est passée, passe actuellement ou passera au fil de son parcours sur Terre. Plus un certain état de conscience est vécu, et plus le chakra qui est relié se met à tourner de plus en plus rapidement jusqu'à devenir pleinement actif. Il irradie alors certaines qualités d'énergie au sein du corps éthérique, et certaines hormones se diffusent dans le corps physique par l'intermédiaire de la glande endocrine à laquelle le chakra est relié. Cet ensemble d'effets énergétiques et hormonaux permet à l'individu de manifester concrètement l'état de conscience dont il est question. Aujourd'hui, la plupart des humains étant conscients d'eux-mêmes, ils ont développé les centres reliés à la psychologie individuelle. Ce sont les centres qui se trouvent sous le diaphragme, et ce sont donc les plus actifs. En revanche, les centres liés aux états de conscience supérieurs restent encore peu actifs chez une majorité d'humains. Et c'est le cas particulièrement des centres de la tête et du cœur. Naturellement, le but évolutif n'est pas du tout d'éveiller les chakras mécaniquement, par une action extérieure qui se substituerait à un travail intérieur. Le réveil naturel dépend uniquement de la progression de l'état de conscience dont ils se font le relais. En l'occurrence, c'est en suivant la voie du cœur ou la voie de la tête que ces deux centres s'éveillent. Et comme dans la littérature ésotérique, il est courant de désigner symboliquement les états de conscience par les chakras eux-mêmes, c'est ce qui nous a conduit donc au titre de ce soir, entre tête et cœur, pourquoi choisir? Mais que proposent véritablement donc ces deux voies? Ces deux voies sont relativement récentes dans l'histoire de l'humanité. Et une grande majorité, d'ailleurs, les ignore complètement encore. En effet, l'humanité, comme nous l'avons bien souvent évoqué, s'est développée jusqu'alors par la voie du désir, qui est un préalable à l'aspiration spirituelle, et trouve son aboutissement dans la voie mystique, qui est l'expression de la voie religieuse. Et par cette approche, l'humain a tout d'abord cherché à atteindre Dieu, en se conformant à ce qu'il imagine être ses attentes. Cette voie empruntée au cours des 2 derniers millénaires et qui prône la purification du désir, l'abnégation devant la volonté du Très-Haut, est encore largement utilisée par de très nombreux croyants. Mais ce palier atteint, il devient possible d'emprunter de nouvelles voies qui permettent l'éveil croissant des centres du cœur et de la tête. Ces deux voies de la tête et du cœur ont chacune leur spécificité, mais elles sont l'une et l'autre des voies de recherche conduisant d'une part à des états de conscience supérieurs et permettant d'autre part de participer à la construction du monde. Ce sont toutes deux des voies de co-création, ce sont des voies de service. Chacun, selon son histoire et ses énergies, s'engage généralement inconsciemment sur l'une ou l'autre
de ces deux voies. D'ailleurs, sans connaître la plupart du temps l'existence de l'autre. Et ce, d'autant plus qu'existe fréquemment une tendance à être persuadé que seule sa propre voie de recherche est valable. En réalité, ces deux voies sont complémentaires et indispensables. Et si on commence par l'une, ce n'est qu'un point de départ qui conduira tôt ou tard à la pratique de l'autre au fil des vies qui se succèdent. Alors, commençons déjà par la voie du cœur. Qu'est-ce que c'est que la voie du cœur ? Eh bien, c'est une voie de développement qui se confond parfois avec la voie mystique ou religieuse, parce que toutes deux prennent racine dans le corps émotionnel par le biais de la sensibilité humaine. La voie du cœur, comme la voie mystique, affine la sensibilité aux vibrations essentielles, percevant au-delà du monde concret une dimension plus unitaire. Mais, comme nous allons le voir, elles ne poursuivent pas exactement le même but. Dans la voie mystique, l'individu cherche à établir une relation avec Dieu, dans une quête d'absolu qui le motive pleinement. Et cette voie donne une grande importance au développement spirituel personnel. Dans cette quête de pureté et de perfection individuelle, l'intérêt pour l'ensemble de l'humanité et des autres règnes passe au second plan, voire même est totalement oublié. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre et d'aimer Dieu, et non de s'occuper de ce qui se passe ici-bas. A l'inverse, dans la voie du cœur, elle se tourne prioritairement vers l'ensemble. Suivre cette voie entraîne à sentir, penser et agir en tant qu'ensemble planétaire. Et c'est ce sens croissant de l'universalité qui active en fait le centre du cœur. La voie du cœur a été présentée par le Bouddha et par le Christ, mais elle ne commence à s'épanouir de façon conséquente qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si de plus en plus d'individus s'engagent dans cette voie, c'est uniquement depuis que notre vision du monde s'est considérablement élargie. Les raisons du développement du cœur tiennent en grande partie à l'essor extraordinaire des médias, qui permettent à chacun d'être informé en temps réel de tout ce qui se passe dans le monde. Qu'il s'agisse de reportages sur la richesse naturelle du monde, sur la vie des différents règnes, les habitats et les conditions d'existence des uns et des autres, qu'il s'agisse de la survenue de catastrophes, d'événements politiques, d'écologie, d'actions d'ONG sur le terrain, les médias nous mettent en lien permanent avec le monde. Il faut voir qu'il y a encore 70 ans, une grande majorité d'humains vivaient dans leur sphère locale et ignoraient généralement tout ce qui se passait dans les régions voisines. Aujourd'hui, l'apport de la télévision, d'Internet, des réseaux sociaux, la vulgarisation des possibilités de voyager permettent, si jamais on s'en soucie, de suivre ce que vit le monde, pas à pas. Nous sommes passés en un siècle de la vie de village local à celle d'un village planétaire. Et ces multiples avancées impactent nos façons d'être au monde. Si de nombreuses personnes n'ouvrent pas encore leur vision plus loin que celle qui concerne leur environnement immédiat, tant géographique que psychologique, un mouvement d'ouverture global est cependant en marche et ne cesse de croître. Chez tous ceux que le village planétaire impacte, l'éveil du centre du cœur se profile. Il suffit de voir à quel point les humains se mobilisent sur les valeurs d'ensemble, en rapport avec la liberté, le respect de chacun, ou bien l'économie, l'écologie, la vie sociale et culturelle, pour constater qu'une prise de conscience de notre responsabilité au niveau planétaire s'impose de façon de plus en plus prégnante au quotidien. Et cette transformation est fondamentale parce qu'elle nous accorde progressivement à la vision de l'âme. En effet, l'âme ne poursuit aucun but personnel. Elle est avant tout l'expression d'une conscience globale et elle travaille à un plan commun, à l'ensemble des terriens. La voie du cœur est une démarche d'inclusivité progressive qui n'appartient pas spécifiquement au domaine spirituel. Et ça, c'est important à préciser. Ça n'appartient pas spécifiquement au domaine spirituel. En effet, cette inclusivité croissante se manifeste sur deux axes, horizontal et vertical. Sur l'axe horizontal, la voie du cœur incite à prendre en compte l'ensemble des vies sur Terre comme étant un seul et même organisme. Et ça passe aussi bien par l'inclusion de tous les humains que par celle des autres règnes de la nature. Alors du coup, on pourrait dire que beaucoup de personnes sont persuadées de l'unité des vies sur Terre et qu'on pourrait aussi ainsi considérer que elles ont le cœur ouvert, puisque finalement même c'est assez courant. Ouais.
Mais entre la considération intellectuelle de l'unité, la compréhension du concept et son application dans la vie, il y a un grand pas. Accepter que chacun d'entre nous ne soit qu'une partie d'un ensemble, c'est une chose. Mais conformer ses pensées et sa vie à cette théorie en est une autre. Le passage de la conception à la réalisation est justement ce qui nous est demandé. Et d'ailleurs particulièrement pendant ce temps d'automne. Que sommes-nous capables d'actualiser comme progression d'un vécu de cœur? Au quotidien, il faut bien reconnaître que nous sommes capables d'accepter complètement que l'intérêt de l'ensemble doive l'emporter sur les intérêts particuliers, mais est-ce ainsi que nous nous comportons réellement? Sur l'axe vertical, la voie du cœur incite à considérer la vie, la conscience et la forme comme indissociables. Vie, conscience et forme indissociables. C'est notre capacité, par exemple, à ne jamais séparer conscience et forme, âme et forme, avec toutes les conséquences que ça entraîne. C'est notre capacité aussi à considérer la vie comme un seul et même ensemble, dans lequel tout est, l'essence et l'existence. Dans la vision du cœur, personne n'a la vie, ou personne ne perd la vie. Nous vivons éternellement sous des aspects différents au sein de cette grande vie une. Nous perdons régulièrement la partie existentielle, mais nous ne perdons jamais la vie qui se perpétue dans les mondes subtils en permanence. Nous connaissons tout cela, parfois depuis fort longtemps, et ça peut nous donner l'impression d'être de cœur, puisque nous sommes en accord avec tous ces principes. Mais, encore une fois, qu'en vivons-nous? En quoi chaque année progressons-nous dans l'approche vécue de toutes ces perceptions? Alors, en se combinant, ces deux axes horizontal et vertical forment une croix dont le cœur est au centre de la croix. Physiquement, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que l'humain est la représentation de cette croix. Nous sommes le symbole du cœur et nous sommes invités à parcourir cette voie jusqu'à considérer comme un tout indissociable aussi bien l'axe vertical que l'axe horizontal. Et donc, comme nous le voyons, la voie du cœur ne se heurte pas à une conception mentale systémique que nous concevons fort bien et qui est par ailleurs largement validée par la communauté scientifique. Non. La difficulté, elle tient à notre corps émotionnel qui nous maintient dans l'affectif, le désir et le bonheur personnel et qui nous coupe de cette perception systémique. Voilà pourquoi la difficulté de cette voie consiste à faire progressivement tous les petits pas qui permettent d'actualiser dans notre vie ce que nous concevons fort bien par ailleurs. Et puis, la difficulté tient aussi à l'usage quotidien qu'on fait du mot cœur, où il est synonyme d'affect, ce qui entretient la confusion avec le centre du cœur. Alors, pour bien préciser tout ça, peut-être qu'il faut mettre en évidence les attitudes qui ne sont pas du cœur. Qu'est-ce que n'est pas le cœur? Chaque fois qu'il est question de préférence individuelle, d'attitude personnelle, et de ce que l'on aime ou de ce que l'on n'aime pas, on n'est pas dans le cœur, mais dans le centre du plexus solaire. Le cœur, ça n'est pas être gentil, attentionné, sympathique, prévenant, aimable, ou même engagé dans la défense d'une cause qui nous importe. Ce sont là de très nobles qualités, mais elles n'émanent pourtant pas du tout du cœur. En effet, s'il suffisait d'être sympathique, bienfaisant, pour ouvrir le centre du cœur, une grande quantité d'humains auraient ce centre complètement ouvert. Le développement du cœur n'a rien de sentimental, et même, contrairement aux idées reçues, il se passe même parfois complètement de bienveillance. Voyons ça de plus près. En effet, de nombreux hommes d'affaires, de nombreux financiers, responsables économiques et politiques sont déjà pleinement ouverts à une vision planétaire. Ils perçoivent l'immensité des possibles qu'offrent les différents réseaux par-delà les frontières et les administrations nationales. Et cette capacité à voir et à comprendre le monde en termes de globalité est indéniablement une ouverture de cœur. Bien que chez certains d'entre eux, ce soit encore l'intérêt personnel ou celui du groupe industriel ou financier qui domine. Et là, on n'est pas du tout dans la gentillesse et l'attention aux autres. Et pourtant, il y a du cœur. Ah, il pose une question.
Ça signifie qu'il serait donc possible d'utiliser une ouverture de cœur pour augmenter ses profits et offrir à l'égoïsme des occasions de s'épanouir. Eh oui. Et nous touchons là un des grands paradoxes de l'évolution. Lorsque nous commençons à prendre contact avec l'âme, ou quand on commence à développer la vision inclusive du cœur, la question fondamentale c'est quelle est notre motivation? Quelle est notre motivation? Qui, en définitive, pilote cette démarche? Il est inévitable qu'au début, c'est le moi qui est vivement intéressé par ce que peut lui apporter l'âme ou par ce que peut lui apporter l'ouverture du cœur. La motivation est donc tout d'abord inévitablement personnelle. D'où une dualité qui fait que nous ne sommes pas encore complètement dans l'innocuité, dans la pratique de la vérité et de la juste gestion des énergies, et que nous peinons à nous abstenir d'avarice et de vol, comme nous l'avons vu le mois dernier. Bien que nous contactions régulièrement l'âme et que nous ayons une vision de cœur. En fait, tant que la personnalité domine, elle va utiliser les contacts de cœur et d'âme à son profit. C'est ce qu'on appelle le matérialisme spirituel, jusqu'au moment où elle s'efface et cède les commandes à l'âme. Nous allons y revenir. Donc, le cœur, ça n'est pas être gentil, attentionné et sympathique. Du moins, ce ne sont pas des qualités suffisantes pour définir l'état de cœur. Parce que, inversement, des personnes qui ont le cœur ouvert peuvent parfaitement être gentilles, attentionnées et sympathiques. Le cœur, ce n'est pas non plus être généreux, charitable, donner de l'argent ou du temps à telle ou telle association au service d'une population en détresse. Mais encore une fois, on peut parfaitement être de cœur et être généreux, donner de l'argent. Mais ce n'est pas parce qu'on est généreux qu'on est forcément de cœur. Vous voyez un petit peu le processus. La générosité, en fait, le plus souvent, c'est une attitude personnelle qui permet parfois d'avoir bonne conscience dans des situations qui mettent mal à l'aise. C'est un progrès, eu égard à l'indifférence. Mais ce n'est pas encore vivre les événements qui se présentent en tant qu'acteur global d'une situation qui nous concerne tous. Le cœur, ça n'est pas non plus être en admiration devant la nature, s'en nourrir, percevoir à quel point la nature nous recharge. Non, là nous sommes sensibles à ce qu'on appelle la générosité de la nature sur notre organisme. Cet apaisement est un effet ressenti individuellement, un bien-être personnel. De même, il ne faut pas confondre l'attitude de cœur qui consiste à être en unité avec tous les règnes de la nature et l'attitude personnelle qui ressent des inquiétudes et même des peurs à cause de toutes les atteintes nocives à la nature. La perception des déséquilibres que nous infligeons à la planète interpelle beaucoup plus dans le sens des manques et des difficultés qui risquent de nous atteindre personnellement que dans un souci profond de respect pour la Terre et l'ensemble des terriens. Ainsi, pour certains, les interventions qui visent à sauver la forêt amazonienne répondent plus au désir de préserver des espèces végétales indispensables à une certaine pharmacopée, ou à celui de préserver la décarbonation de la planète, plutôt qu'à une prise en compte du règne végétal pour lui-même, dans ce qu'il est, et qui nécessite, comme tout ce qui vit sur Terre, reconnaissance, respect et soin pour le bien de l'ensemble planétaire. Le cœur, ça n'est pas non plus l'état amoureux. Même si dans cet état, notre cœur bat la chamade. Et non, s'il suffisait d'être amoureux pour l'activer, l'immense majorité des humains seraient de cœur. Mais être amoureux laisse le centre du cœur totalement de marbre. Être amoureux, c'est un état émotionnel, affectif, qui donne au centre du plexus solaire un coup de fouet et le fait monter en fréquence. Ah oui, ça, il monte dans les tours. Mais cela ne permet pas de penser, d'agir pour le bien commun dans l'oubli de soi. Bien au contraire. Être amoureux, c'est souvent l'occasion d'un puissant centrage sur soi. Dans leur bulle, les amoureux jouissent d'un état heureux ou malheureux et sont généralement beaucoup trop occupés d'eux-mêmes pour se soucier de l'ensemble. De même, dire « je suis de tout cœur avec toi » est un abus de langage pour dire qu'on se sent concerné par un autre. Mais si nous sommes de cœur avec tous et pas avec un seul, identifié et reconnu spécifiquement. Le cœur frétille mais ne s'épanouit pas dans une relation exclusivement interpersonnelle. Son seul stimulant provient du ressenti d'unité essentielle présent à travers et au cœur de la diversité des vies. Alors, surtout, ne voyez aucune critique dans tous ces propos de ce que n'est pas le cœur. On ne minimise pas du tout l'importance de l'amour affectif,
ni celle de l'engagement généreux ou de l'aide apportée sous de multiples formes. D'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir. Tout ça correspond à un état de conscience par lequel tout humain est passé, est en train de passer ou passera. C'est donc une étape indispensable qu'il convient de reconnaître et de respecter, voire même d'accompagner avec compréhension et bienveillance. Mais il faut savoir qu'il ne s'agit pas là d'un état de conscience qui témoigne d'une conscience d'ensemble, susceptible d'activer l'ouverture du cœur. Il ne s'agit pas du tout là de notre part de vouloir critiquer, mais simplement de discerner ce dont il est question si nous voulons réussir à comprendre bien précisément ce qu'est réellement la voix du cœur. Et pour terminer cette liste de ce que n'est pas le cœur, évoquons aussi le fait que la prière ou la méditation vers l'âme n'implique pas non plus obligatoirement le cœur. Alors là, savoir qu'il est possible de contacter l'âme sans pour autant que cela éveille le cœur peut surprendre. Mais c'est un cas de figure qui se rencontre fréquemment chez les adeptes de la voie mystique. En effet, chaque fois qu'un individu se centre exclusivement sur son développement spirituel personnel et dans son contact avec Dieu, il cherche à vibrer au tempo de son essence sans pour autant penser global. Cette attitude donc résulte d'un état de conscience propre à activer le centre de la tête, mais ne touche pas du tout le centre du cœur. Le contact avec l'âme est bien sûr une étape importante sur le cheminement évolutif, mais il ne faut pas la confondre avec la prise en compte de l'ensemble, avec le penser et l'agir global qui démontre un état de conscience plus unitaire. En revanche, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le cœur n'est pas actif uniquement sur un axe horizontal, mais aussi sur un axe vertical, qui inclut toutes les dimensions de conscience et d'âme. Voilà pourquoi il faut bien comprendre que la voie du cœur, à terme, mène à l'identification à l'aspect amour de l'âme et au rayonnement de cette qualité, comme nous le verrons tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion donc sur la voie du cœur? Eh bien que c'est la voie de la sensibilité qui tend à inclure l'ensemble des vies sur Terre en un tout, par la prise en compte d'un nombre croissant d'éléments et la compréhension des rouages du vivant en tant que partie articulée d'un ensemble indissociable et solidaire. C'est aussi la voie de l'amour, qui amène toute personne qui emprunte cette voie à connecter directement la qualité d'amour de l'âme. Et donc progressivement, à mesure que cette énergie de cœur se développe, elle prend l'ascendant sur le centre solaire et les comportements égoïstes. De plus justes relations s'organisent, car chaque individu se considère alors comme un acteur coopérant avec l'ensemble, non pour son bien propre, mais pour le bien de tous. Alors, il est évident que ce passage est progressif. Tant que nous restons centrés sur nous-mêmes, le centre solaire domine, mais le passage du moi au nous, du personnel au collectif, s'opère graduellement jusqu'à ce que le nous prenne le pas sur le moi. Alors, abordons maintenant ce qu'est la voie de la tête. Si la voie du cœur établit ses racines dans la sensibilité, la voie de la tête, elle, établit les siennes dans le mental. Alors on pourrait dire que cette différenciation est étrange puisque nous affirmons par ailleurs dans cet enseignement que le mental, en tant que sixième sens, appartient aussi au registre du sensible. Bon. Mais comme toute vérité dépend d'un contexte, nous allons maintenir ce soir cette différenciation, montrant combien la voie mentale diffère de celle du cœur. Nous avons longuement détaillé cette voie lors de la conférence du mois de mars, Écoutez le silence, à laquelle vous pouvez vous référer parce que cette conférence était entièrement consacrée à la voie de la tête. Nous serons très contents donc de préciser quelques grandes lignes pour mettre en évidence la complémentarité entre cette voie et celle du cœur. La voie de la tête est une voie de recherche de vérité et de sens de l'humanité sur Terre. C'est une voie de recherche de compréhension du monde et des lois qui le gouvernent. D'ailleurs, c'est la voie généralement empruntée par les philosophes et par les scientifiques, parce qu'elle débute toujours par les nombreuses questions que se pose l'humanité quant à ses origines, son existence, sa situation dans l'espace-temps, l'univers dans lequel elle vit, et son devenir. Ces questions qui ont été de tout temps présentes se sont développées plus spécifiquement au XVIIe siècle avec les apports de Descartes et de Newton, et elles occupent aujourd'hui une place conséquente dans les sciences physiques comme dans les sciences humaines. Et alors, comme c'est le cas avec la voie du cœur, la voie de la tête
n'a pas du tout au départ d'implication spirituelle. La recherche dans les différents départements scientifiques ayant éliminé l'âme, conscience, et tout ce qui ne pouvait pas être démontré objectivement. Bon, c'était un passage obligé pour parvenir à discerner le vrai du faux, le juste de ce qui ne l'est pas, avec exactitude, et finalement ce fut un entraînement indispensable pour développer au mieux les qualités du mental. Mais remonter le long du chemin des incessants pourquoi. Parce que, mais pourquoi? Mais pourquoi? Ça se heurte rapidement aux limites du mental concret et de ses définitions. Alors pour quitter les zones explorées et pénétrer les mondes inconnus, les chercheurs pratiquent la voie de la tête en s'adonnant à une réflexion profonde et de plus en plus abstraite. Pour ça, ils cherchent à pénétrer le silence, pour en extraire l'essence, pour atteindre la lumière de l'intuition. Cette tension spécifique, orientée, soutenue, déterminée, est une méditation. Une méditation dégagée de toute connotation, habituellement qualifiée de spirituelle, et par laquelle ils atteignent la compréhension des grandes lois fondamentales. En effet, toute méditation peut être considérée avant tout comme une concentration du mental vers le monde des idées. Et les scientifiques, comme les chercheurs en philosophie ou en ésotérisme, empruntent tous cette même voie. Parce qu'à défaut, ils tournent en rond dans les méandres des livres et puis des enseignements qu'ils ont maintes fois parcourus et dans lesquels ils ne décèlent finalement aucune idée nouvelle. En ce qui concerne les chercheurs du côté intérieur, du côté subjectif de la vie, eh bien, ils réalisent par la méditation qui leur est spécifique qu'une idée nouvelle n'est pas forcément un concept inédit, mais le vécu intérieur nouveau d'un concept connu, et qui apparaît sous un jour nouveau et porte une réelle transformation. Par exemple, tout le monde semble savoir ce qu'est l'amour. Et méditer sur l'amour peut paraître complètement vain et superflu, vraiment pas utile, on sait ce que c'est. Et pourtant, celui qui n'a connu que l'attraction sexuelle peut être totalement déstabilisé par une passion affective naissante, qui lui donne de l'amour, du coup, une nouvelle approche. De même, l'expérience de l'amour affectif ne protège pas de l'étonnement total celui qui découvre que sur un certain plan, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas un sentiment. Ah. Et que dire de l'amour cosmique? En fait, à mesure de l'avancée dans une recherche, tout ce qui semble connu se révèle n'être qu'un palier qui permet d'ouvrir l'approche d'un concept qui ne se laisse approcher qu'en fonction de notre capacité à le saisir de l'intérieur et à en être transformé. Mais pour remonter les chemins qui mènent à de nouvelles découvertes, il faut se mettre en disponibilité de recherche pour pénétrer plus profondément l'espace du mental abstrait. Il faut attendre. Il faut se poster à l'affût du silence, dans la plénitude, immobile, et se laisser surprendre par ce qui apparaît nouvellement, et éclaire de façon toujours surprenante les questions auxquelles nous cherchons à répondre. Et c'est ainsi que la voie de la tête propose d'explorer la vérité par le mental réceptif à la lumière de l'âme et aux vibrations subtiles du mental abstrait. D'une manière générale, c'est ce qui s'appelle une pratique méditative, même si les scientifiques et les philosophes ne s'installent pas forcément en tailleur sur un zafou, c'est quand même une méditation. À ce sujet, rappelons, comme nous l'avons vu au mois de mars, que l'âme a une connexion toute particulière au mental, d'où toutes ces allusions à la méditation mentale que nous sommes en train de faire. Pendant longtemps, la voie de la tête a été mise de côté, au profit de la voie religieuse ou mystique, parce que science et conscience avaient tendance à s'exclure complètement l'une l'autre. Les étudiants d'ésotérisme étaient quand même assez rares, et beaucoup de personnes s'interrogeaient sur la nécessité de se prendre la tête avec toutes ces connaissances, là où traditionnellement, il n'y avait qu'à croire et à aimer. Et cette interrogation est toujours bien vive chez les mystiques et chez les adeptes de la voie du cœur. Et c'est bien compréhensible parce que les étapes qui jalonnent la voie de la tête donnent parfois naissance à de multiples imperfections, voire à des travers assez repoussants. Par exemple, l'orgueil de l'intellectualisme ésotérique en est une expression. Les érudits pontifiants dans certaines sociétés ésotériques sont nombreux et font effet de repoussoir
pour celles et ceux qui souhaitent humblement s'engager dans cette voie. Et donc, comme nous l'avons développé au mois de mars, la voie de la tête aboutit à l'émergence de la pensée. Non pas une pensée réduite à des opinions, à des répétitions, des redites ou de simples sécrétions mentales, ni même à une pensée concrète pourvoyeuse de solutions toutes faites, mais à une pensée abstraite qui repose sur une compréhension du monde et de ses lois. Donc on pourrait dire que si la voie du cœur est la voie de l'amour, la voie de la tête est la voie de la vérité, de l'illumination et de la compréhension du plan divin. Alors ça pourrait sembler simple si nous réduisons cette voie à une voie d'étude de tous les enseignements existants. Et d'ailleurs, c'est ce que font bon nombre de personnes qui empruntent cette voie et deviennent des érudits, en pensant que puisqu'ils savent la vérité, ils sont la vérité, ils vivent la vérité. Et la réalité est beaucoup plus complexe. En fait, par le chakra coronal, cette voie mène à un contact avec l'âme que nous sommes, pour laisser notre mental être illuminé par cette présence essentielle. Et c'est alors que nous découvrons la vérité telle que l'âme la voit, telle que l'âme la vit, et telle que nous devons nous efforcer ensuite de l'appliquer au quotidien. Comme pour le cœur, entre la théorie et la pratique, il y a de nombreux pas le long de cette voie de la tête. Alors il est important de réaliser que le but ultime de cette voie n'est pas de connaître la vérité, mais d'apprendre à vivre et à conformer peu à peu notre civilisation à ces vérités essentielles. Connaître la vérité est le moyen, le but est l'application. Et c'est possible parce que seules les pensées sont véritablement créatrices sur Terre. Nous savons, on en a parlé au mois de mars justement, que lorsqu'elles sont émises en mode personnel, toutes ces pensées sont un danger pour la planète, tant elles accroissent l'égoïsme, le matérialisme, le séparatisme dans le monde. En revanche, quand elles se font subtiles et globales, elles œuvrent réellement au progrès du monde. Donc la voie de la tête, c'est de la voie de la création du monde, la co-création du monde, à partir de la compréhension vécue de ces lois, qu'elles soient physiques ou intérieures. La voie de la tête ne consiste donc pas à énoncer des lois ou des idées, mais à les penser en tant qu'âme, à les charger comme on chargerait une batterie de toutes les énergies qualifiées indispensables à leur manifestation pour qu'elles s'incarnent et transforment la vie sur Terre. Voilà donc ce que représentent ces deux voies sur lesquelles chacun d'entre nous avons choisi d'avancer. Il est assez simple de repérer la voie sur laquelle telle ou telle personne progresse. Et d'ailleurs, ça fait partie des interrogations assez fréquentes. Par exemple, pourquoi telle personne, qui a une vision globale, planétaire, et qui vit d'une manière engagée dans la modification des comportements pratiques, ne comprend-elle pas que c'est avant tout une histoire de conscience? Pourquoi est-ce qu'elle ne médite pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne cherche pas plus avant les lois qui président à l'évolution? Mais parce qu'elle se trouve uniquement sur la voie du cœur. Et que momentanément, elle ne voit pas du tout l'intérêt d'une pratique mentale supérieure. Ou alors, autre question, pourquoi telle personne qui a pourtant une compréhension des mondes intérieurs, compréhension du plan, des lois et des principes, n'en fait pas grand-chose, a même tendance à rester dans son monde de pensée pleinement satisfait et regarde de loin le monde évoluer sans se sentir interpellé. Mais c'est parce qu'elle se trouve uniquement sur la voie de la tête. Et que momentanément, elle ne voit pas du tout l'intérêt de s'impliquer plus dans le monde, ou d'une autre manière. Ces deux exemples nous montrent bien la problématique reliée à chaque voie, et nous ramènent au titre de la conférence de ce soir, entre tête et cœur, pourquoi choisir? Et oui, ces deux voies ont tendance à s'épanouir séparément, alors qu'elles sont en réalité pleinement complémentaires, mais avec le développement du mental, de l'approche globale, de la découverte des chemins empruntés par les uns et par les autres, on pourrait dire maintenant que l'heure est à l'union. Les individus qui sont engagés uniquement sur la voie du cœur, ils réalisent tout ce qui dysfonctionne dans le monde, tout ce qui ne va pas dans le monde des formes. Et ils s'engagent par leurs énergies, par leurs pensées, par leurs actes, à répondre autant que possible aux problèmes de la société, de la nature, etc., d'une manière pratique.
Mais ils oublient bien souvent combien il est important de penser en amont des situations, en amont des problèmes, pour remonter aux causes et repenser le monde à partir de là, plutôt que d'opter pour des solutions de terrain, bon, certes indispensables pour soulager les souffrances, mais en fait incapables d'éradiquer le mal qui les dispense. Leur perception globale des situations dans lesquelles ils évoluent les conduisent plus à penser le monde avec un A, P-A-N, plutôt qu'à le penser avec un E. Sans la voix de la tête, tous les problèmes du monde formel sont traités à partir d'une vision formelle qui ne remonte pas suffisamment au monde fondamental des causes. Mais si nous oublions de remonter au principe et au monde des causes, d'où proviennent tous les problèmes, rien ne change, même si on se démène sur le terrain. Et c'est ainsi qu'un problème amène une solution, mais qui elle-même va se révéler rapidement être un problème, qui générera une nouvelle solution, qui ne tardera pas d'ailleurs à apparaître comme un nouveau problème, et ainsi de suite. Par exemple, il est arrivé en certains lieux qu'on mette des barreaux aux fenêtres pour prévenir des risques de suicide. Très bien. Sauf que cette solution entraîna des morts lorsque un incendie s'est déclaré, faute d'issue de secours. C'est un exemple extrême, mais bien réel. Et il illustre les limites qu'il y a à traiter les problèmes uniquement sur les seuls plans formels. On pourrait d'ailleurs également citer de très nombreux exemples d'interventions désastreuses de l'humain pour réguler la nature. Ne dit-on pas à ce sujet que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Et donc, remonter aux principes, remonter aux lois, remonter à des points de vue qui permettent de voir loin et grand, c'est emprunter la voie de la tête, et c'est ce qui permet d'éclairer le monde et de l'ensemencer autrement. Les solutions les plus adaptées proviennent du ciel, pensent certains. C'est une autre façon de dire qu'elles émanent du monde mental, du berceau des idées. Alors, le cœur sans la tête est confronté à l'impossibilité de résoudre les difficultés propres à l'involution et à l'évolution mondiale, faute d'abstraction. Mais pratiquer exclusivement de la voie de la tête est tout aussi insuffisant et problématique. La voie de la connaissance, sans éveil du cœur, amène à une compréhension des lois, des principes qui régissent le fonctionnement du monde. Mais c'est une connaissance du monde hors sol. Une façon de l'approcher tel un observateur qui voit défiler sur un écran le passé, le présent, le futur, mais sans vraiment y participer, sans s'investir. Les personnes qui fonctionnent ainsi ne réalisent pas à quel point le mental sans le cœur sépare. Elles sont déconnectées et se trouvent généralement isolées dans une espèce de tour d'ivoire, la tour d'ivoire de leur compréhension, et bien protégées d'un vécu teinté d'expériences qui pourraient les atteindre. Or, seule l'expérience comprise transforme. Seule la connaissance appliquée est utile pour la progression du monde. Les adeptes exclusifs de la voie mentale connaissent bien la théorie et regardent le monde tel qu'il devrait être, ou tel qu'il sera quand la théorie enfin s'appliquera. Ils ont emmagasiné un tel savoir qu'ils peuvent parler des heures sur la nature de l'amour et son application progressive. Ils savent avec certitude que tout est lié, que tout est un, mais sans se rendre compte qu'ils restent complètement à côté de la vie, ne s'impliquant nullement dans l'expérience de l'amour. Ils restent à part, absorbés par l'étude et bien souvent totalement indifférents au monde. Alors, on voit bien les limites de ces deux voies, et elles nous montrent à l'évidence qu'il n'y a vraiment pas à choisir. Il est indispensable de pratiquer les deux voies si nous voulons œuvrer pleinement au monde de demain. Bien sûr, nous commençons tous par pratiquer une seule voie, mais il se révèle très profitable pour l'évolution d'apprendre rapidement à unir progressivement les deux. Généralement, la pratique d'une voie, au départ, ne résulte pas d'un choix conscient, mais plutôt d'une logique en lien avec notre parcours évolutif. Le développement de la tête et du cœur sont deux voies que nous empruntons selon nos inclinations naturelles et selon ce que nous avons vécu dans les vies antérieures. Mais aujourd'hui, il importe de les relier en les cultivant toutes deux et en s'attelant à développer celle des deux voies qui nous est la plus étrangère. Réunies, ces deux voies en ouvrent une troisième, une voie de synthèse, la voie de la sagesse.
La voie de la sagesse, elle se définit comme étant la connaissance acquise par l'expérience et mise en œuvre par l'amour. Connaissance acquise par l'expérience et mise en œuvre par l'amour. La voie de la tête, comme nous l'avons vu, donc, développe la connaissance du fonctionnement abstrait du monde. Et dans la définition que nous venons de dire, on met l'accent sur le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'une connaissance intellectuelle, livresque, mais d'une connaissance vécue par l'expérience, une vécue de l'intérieur. Puis, mise en œuvre par l'amour, qui est la voie du cœur. On a donc bien, dans cette définition, les deux voies qui forment ensemble ce qu'on appelle la voie de la sagesse. La sagesse est donc le mariage délicat de ces deux voies, indispensables pour mener à bien notre mission humaine. Et c'est en empruntant cette voie de synthèse au quotidien que nous œuvrons véritablement à chérir le monde et servir la vie. Ce thème que nous développons cette année fait appel naturellement à la fois à la voie de la tête et à la voie du cœur, en cherchant à unir et à développer ces deux voies dans une coopération harmonieuse et créatrice. Alors en ce temps de manifestation d'automne, qu'est-ce qui peut nous aider à progresser pour réunir ces deux voies ? Comment pouvons-nous accompagner la manifestation de ce que nous avons vécu ces 9 derniers mois ? Eh bien, deux attitudes sont à cultiver au quotidien. Servir et obéir. Servir et obéir sont les deux attitudes majeures qui développent et témoignent de l'expression du cœur et de la tête. Mais c'est vrai que dans le langage courant, ces deux mots sont associés à des définitions qui hérissent bien souvent les poils de l'émotionnel. Leur emploi nécessite donc quelques explications. Ces deux recommandations, dont nous avons tous entendu parler, paraissent si familières, voire si banales, qu'elles paraissent presque incongrues pour nous aider à pratiquer la voie de la sagesse, servir et obéir. Et pourtant, elles représentent la puissance de l'énergie de la tête et du cœur à l'œuvre dans les mondes subtils et manifestes. Précisons un petit peu plus leur nature. En quoi servir permet-il de fouler la voie de la sagesse ? Nous avons vu en étudiant la voie du cœur qu'elle implique une perception globale et entraîne généralement des attitudes de service vis-à-vis des autres, de la société ou du monde. Mais encore faut-il préciser ce que nous entendons vraiment par service. Les premiers pas du service lorsqu'on débute sur la voie du cœur consistent à s'engager d'une manière ou d'une autre dans l'aide qu'on est capable d'apporter aux besoins du monde. Et cette aide apportée, elle est faite d'une manière concrète, par le biais d'associations, associations d'entraide, d'ONG, etc. Et c'est ce qui s'appelle rendre service, apporter son cours pour soulager nos semblables dans le besoin. Et à ce stade initial, l'ouverture du cœur s'exprime par le biais de la personnalité qui s'implique pour apporter son aide là où elle juge opportun de le faire. L'action est menée pour répondre à des besoins matériels, à des souffrances spécifiques qui incitent à agir. Et même si la motivation est d'ordre personnel, ce rendu de service soulage, soigne et apporte un véritable soutien à des êtres qui en ont besoin. C'est une prise en compte de l'autre et de ses semblables. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, ça ne guérit pas les maux fondamentaux, cela n'éradique pas le problème. Mais c'est un point de départ vers quelque chose de plus abstrait, et c'est le premier signe d'une petite ouverture du cœur, pilotée encore à ce niveau par la personnalité, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. En effet, plus le cœur s'ouvre, et plus il apparaît que les solutions doivent être trouvées dans le monde de l'âme, en amont, du point de vue des qualités essentielles qui régissent de plus justes relations. Plus le cœur s'ouvre, et plus nous touchons la qualité d'amour de l'âme, et plus nous cherchons à incarner cette qualité au quotidien. Eh bien, cette capacité s'appelle le service par rayonnement. Le service par rayonnement, c'est laisser rayonner à travers soi la qualité d'amour au niveau de l'âme. Cette émanation demande à la personnalité, bien sûr, de s'effacer, de passer à l'impersonnalité pour permettre le transfert du centre solaire à celui du cœur. Ce passage à l'impersonnalité va demander certaines renonciations. En effet, il s'agit de renoncer à nos idées personnelles, à notre volonté de bien faire, à nos projets, non pour nous désintéresser de ce qui se passe dans la manifestation, mais pour laisser à travers nous l'âme agir telle qu'elle le conçoit et non pas telle que nous aimerions le faire.
Et de plus, il faut bien noter que ce service ne génère aucune reconnaissance des autres puisqu'il ne se voit pas. Et donc, c'est un long travail qui n'implique évidemment pas de renoncer aux aides urgentes et nécessaires dans l'ici et maintenant. Et c'est par ce service, par ces qualités d'âme, que finalement, qui se diffusent progressivement, que finalement des qualités essentielles arrivent à parcourir l'ensemble de l'humanité. Et c'est comme ça qu'on viendra progressivement à bout des maux de notre société. Le service par rayonnement, c'est donc à la fois le résultat d'une première ouverture du cœur et le moyen d'en accélérer le fonctionnement. Car plus le service s'impose dans la vie de quelqu'un, plus l'engagement au service de l'ensemble progresse. En fait, le service est par excellence le mode d'éveil du centre du cœur. C'est par excellence le mode d'éveil du centre du cœur. Et l'obéissance, de son côté, qu'est-ce qu'elle peut amener? Et donc cet autre mot, obéissance, forme avec le mot service en fait un couple indissociable. Ce mot semble s'opposer, dans un premier temps, à notre liberté d'être et de penser. Mais ça, c'est quand il s'applique à une personnalité qui devrait plier devant une autorité. Mais en réalité, obéir revêt un tout autre sens. Étymologiquement, obéir, c'est ob-ouïr. Ob, ça veut dire au-devant, donc c'est ouïr au-devant, entendre au-devant. Bon. Donc c'est vraiment tendre l'oreille, écouter le silence, vers ce qui cherche à se dire du côté intérieur, pour pouvoir répondre pleinement à l'appel de la vie et incarner le bien, le beau, le vrai, qui la qualifie pleinement. Alors dès lors, dès que cette note est perçue, même sans les mots pour le dire, on réalise qu'on ne peut qu'y souscrire. En fait, nous n'obéissons pas à un ordre imposé par une entité extérieure, mais à une perception d'évidence dont nous nous faisons passeurs par cohérence, pour être pleinement en phase avec l'unité perçue intérieurement. Mais à quoi, à qui obéissons-nous? À rien d'autre qu'à notre âme, à personne d'autre qu'à l'être spirituel que nous sommes fondamentalement. En fait, il s'agit d'obéir et de répondre à la lumière partout présent en nous et autour de nous du côté intérieur de la vie. Elle implique une mise en œuvre d'une part de vérité. L'obéissance est fondamentale parce qu'elle permet notre réalisation et qu'elle nous engage pleinement, beaucoup plus que la simple écoute. Par exemple, lorsqu'en méditation nous cherchons à écouter, à entendre la note de l'âme, observons que nous gardons une certaine distance qui coupe de la nécessité de cohérence et de présence active que révèle l'obéissance. Il y a toujours une certaine distance et nous ne ressentons pas autant l'aspect impérieux de mise en cohérence avec notre vie. L'obéissance est vraiment une puissante force d'éveil, d'union, qui active la relation entre les deux centres de la tête, le frontal et le coronal. Elle est la qualité première qui s'exprime chez ceux qui foulent pleinement la voie de la tête en toute impersonnalité. En fait, par cette voie, le fonctionnement mental crée un pont entre les idées fondamentales et leur manifestation, leur mise en œuvre, et donne corps aux idées susceptibles de créer un autre monde. Alors nous pouvons aussi percevoir l'importance de ces deux mots. Le service par rayonnement, c'est la clé de la voie du cœur, et l'obéissance, c'est la clé de la voie de la tête. Si nous y réfléchissons bien, ces deux mots qui n'ont rien d'attirant au départ sont l'expression de l'âme sur terre, la clé de l'évolution. Alors, qu'est-ce qui amène leur unité de fonctionnement? C'est le service de l'union du cœur et de la tête, le service conjoint du cœur et de la tête. Pour comprendre l'extrême importance du service, d'abord, il faut réaliser que dans le parcours qu'emprunte l'humanité, seules deux impulsions fondamentales sont à l'œuvre. Deux seulement. La première, c'est l'impulsion du désir, qui cherche satisfaction sous de multiples formes des plus denses aux plus subtiles. C'est cette impulsion qui domine les existences humaines tout le temps de l'involution. C'est cette impulsion qui permet progressivement l'individualisation et conduit l'homme à la conscience de lui-même. Et la seconde impulsion, qui gouverne peu à peu dès que s'amorce l'évolution, elle émane directement de l'âme et c'est le service. Voilà quelles sont les deux seules impulsions dans la cour de l'humanité
le désir en involution, le service en évolution. Et comme on peut le voir, le désir est totalement centripète, entièrement tourné vers la satisfaction de l'individu, alors que le service est centrifuge, tourné vers les autres, vers l'ensemble et la réalisation du plan sur Terre. Et donc c'est cette impulsion qui conduit finalement l'humanité en évolution à remplir son rôle sur Terre, d'où l'importance fondamentale de ce service. C'est pourquoi la synthèse des deux voies de la tête et du cœur, qu'on appelle la voie de la sagesse, eh bien, s'exprime à travers un service créateur qu'on appelle le service mental. Lorsque l'humain est à la fois dans le cœur et dans la tête, son mental est illuminé par la lumière de l'âme et sa motivation est celle de l'amour. Il peut vivre alors les trois grandes qualités de l'âme, la volonté, l'amour et la lumière. Il chérit le monde et il peut servir la vie. Chaque être parvenu, même partiellement à cette union, peut mettre en œuvre ce service mental de cœur. Chacun, selon son rayon d'âme, peut s'appliquer à trouver, nourrir et mettre à la disposition les idées nécessaires au progrès de l'humanité. Parce que le service consiste essentiellement alors à penser le monde. Pour ne prendre, juste à titre d'exemple, que les trois premiers rayons. Pour montrer toute la complémentarité qui existe entre les 7 rayons. Les âmes rayon 1 mettent en évidence les idées qui peuvent faire progresser l'humanité là où elle en est. Et ces idées qui surgissent un peu à l'état brut mettent en évidence les idées qui sont à détruire. Et donc, forcément, ça provoque une destruction des anciennes idées périmées. Et puis d'autre part, ça crée une impulsion créatrice nouvelle. Donc, destruction des vieilles idées, impulsion par rapport à un nouvel élan. Les âmes rayon 2 s'emparent de ces idées, les méditent, les développent, révèlent leur richesse et perçoivent les aspects à enseigner à l'humanité par tous les moyens appropriés. Et c'est ce qu'elles font. Quant aux âmes rayon 3, elles pénètrent ces idées en comprenant toute la puissance d'innovation, et ce dans tous les secteurs de la civilisation. Et ils initient leur mise en œuvre, tout de suite, à tous les niveaux, qui d'ailleurs sera complétée par les autres rayons. Voilà, c'était juste pour vous donner une petite idée du service mental, qui est justement la prérogative de cette voie de la sagesse, et qui est l'aboutissement de la voie de la tête et de la voie du cœur. Naturellement, les résultats de ce service ne se perçoivent pas du tout dans l'immédiat, car avant qu'une idée s'incarne, avant qu'elle se matérialise, des années sont nécessaires. Les mondes subtils, les mondes intérieurs, ont un autre rapport à l'espace-temps que le monde extérieur. Ce service est fondamental parce que c'est du côté intérieur de la manifestation, comme nous l'avons vu, que s'originent tous les changements qui ont permis, qui permettent et qui permettront aux hommes de réaliser le plan sur Terre. Et c'est ainsi que les idées de liberté, d'égalité, de fraternité, les idées d'Union européenne, les idées de partage planétaire, de respect des règles de la nature, elles travaillent les consciences depuis des années. Et elles s'incarnent lentement pour devenir une norme dans un proche avenir, ou dans un avenir un peu plus lointain, ça dépend lesquels. Et ce lent travail que nous pouvons voir à l'œuvre est intéressant, par exemple, à mettre en évidence sur les 3 derniers siècles. Par exemple, le XVIIIe siècle a vu progresser l'idée de liberté. Le XIXe siècle s'est attaqué à l'idée d'évolution. Le XXe siècle a été présidé par l'idée d'interdépendance. Quant au siècle actuel, nous pensons que l'idée de juste relation est à l'œuvre et devrait provoquer bon nombre de changements. Il n'y a qu'à voir combien tout ce qui est de l'ordre des injustes relations est aujourd'hui dénoncé. Que ce soit vis-à-vis des enfants, des femmes, des populations pauvres, des règnes de la nature, etc. Les injustes relations ne sont plus supportées. Partout, on exige la reconnaissance et le respect de tous et de tout. Et nous en sommes en marche vers leur expression véritable. Alors, en conclusion, on pourrait dire que, en fin de compte, le rôle imparti à l'humain sur cette terre est d'une simplicité désarmante. Il doit simplement aimer et penser. Et voilà. Le rôle de l'humanité se résume à ça. Aimer et penser le monde. Mais cette simplicité est d'une complexité extrême à mettre en œuvre. Et là encore, nous retrouvons un peu cette contradiction fondamentale propre à l'humanité qui doit unir les extrêmes en mariant l'animal et le divin, comme nous l'avons vu
il y a quelque temps, pour spiritualiser la matière. Alors, en ce début d'automne, il est vraiment intéressant de faire le point, chacun, sur nos fonctionnements. Parce que de nos attitudes dépend le monde de demain. Quelle voie parcourons-nous? Le cœur? La tête? La synthèse? La sagesse? Comment pouvons-nous manifester de plus en plus les avancées de cette voie? Comment aller vers celle que nous sentons moins? Eh bien, c'est sur ce travail que nous pouvons mettre plus spécifiquement l'accent ce mois-ci. Mais c'est un travail qui exige aussi de nous y impliquer encore pendant de nombreuses années. Et c'est la voie que doit emprunter l'humanité pour mener à bien sa mission. Eh bien, je vous propose de méditer donc sur ce sujet. Alors nous commençons par nous centrer au niveau frontal, qui correspond au centre de la personnalité. Et pendant que nous respirons à ce niveau, nous réalisons le réseau éthérique de la planète Terre. Ce réseau d'énergie que nous partageons avec tout ce qui vit sur Terre et qui nous met tous en relation. Nous percevons l'ensemble des vies comme un ensemble solidaire. Il faut bien noter que si nous ne faisons que le concevoir, nous voyons cet ensemble solidaire, mais nous sommes à l'extérieur, parce que nous pratiquons que la voie de la tête. Par contre, si nous nous impliquons totalement, si nous sentons que nous ne sommes pas à l'extérieur en tant qu'observateurs, nous sommes partie de l'ensemble. Et pour ce faire, il faut d'abord se donner à cet ensemble. Nous sommes un avec tout. Alors là, nous sommes dans la voie du cœur. Il nous apparaît clairement combien nous devons considérer le monde selon l'intérêt de tous et non pas l'intérêt primordial de l'humanité. La planète n'est pas un décor ou un terrain de jeu pour l'humanité. Nous sommes tous solidairement en train d'évoluer en conscience.
En étant cela, nous sommes dans la voie du cœur, mais celle-ci doit s'approfondir par les conséquences dans notre quotidien de cette perception. Et puis nous remontons vers le sommet de la tête et nous passons à la voie de la tête. Au-delà du centre coronal, nous passons par le mental, qui est là, silencieux. Et au-delà du mental, vers l'âme. La présence de l'âme. La lumière, la vérité. Et comme l'âme est amour, elle est aussi un réseau. Il n'y a aucune séparation de ce point de vue non plus. Mais dans la voie de la tête, nous cherchons à mettre plus particulièrement l'accent sur l'aspect lumière, sur l'aspect révélateur de vérité. Et comme l'âme habite notre mental abstrait, elle vibre au sein de ce mental abstrait. Et c'est en faisant silence au niveau de nos pensées que nous laissons l'âme imprégner silencieusement ce mental, sans que nous cherchions tout de suite à en savoir quoi que ce soit. Nous pouvons sentir combien la méditation nous amène à la voie du cœur et à la voie de la tête. Sentir cette synthèse entre la perception du tout, de la globalité, de l'inséparabilité des mondes et la nécessité de comprendre ce qui est nécessaire, les idées à émettre fondamentalement pour cet ensemble.
La voix du cœur et la voix de la tête se trouvent dans ce moment inspirant de méditation. Mais c'est véritablement dans le quotidien qu'elles doivent se prolonger, dans la mise en œuvre, pour ne pas en rester simplement à ces moments de vécu abstrait. Ces moments sont indispensables, mais ils doivent absolument trouver leur concrétisation, leur manifestation. C'est cela qui nous est demandé. La méditation n'est pas le but, mais le moyen. Alors, en insistant sur l'expire, nous cherchons à laisser passer à travers nous tout ce qui a pu se vivre comme énergie subtile et nous les mettons à la disposition du réseau. Un premier service par rayonnement. Puis nous prenons quelques instants pour intégrer ce que nous avons vécu. Intégrer ce avec quoi nous repartons. Bien, ok.